Merci à vous trois d'être avec nous cet après-midi. Donc la thématique, ça va être territoire, accompagner les nouveaux usages. Si vous voulez bien, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter, puis de présenter aussi votre entreprise. Écoutez, Vincent Lemaire, vous êtes à côté de moi, allez-y en premier. Écoutez, donc j'ai le plaisir de présider l'entreprise Safra. Nous sommes une entreprise basée en Occitanie, à Albi, et nous sommes constructeurs d'autobus hydrogène, le pionnier français de cette technologie-là, avec des premiers véhicules que nous avons produits en 2018, mais également rétroviseurs, toujours sur ces mêmes technologies. On va beaucoup parler sur cette table ronde de transport collectif, puisque c'est notre partie un peu à nous trois. Merci beaucoup Emmanuel Flao, même exercice. Donc Emmanuel Flao, je suis le président du groupe Retrofleet. On est présent en France dans plusieurs filiales. La principale est en Savoie, à Chambéry, et nous on rétrofit exclusivement du poids lourd, autocar notamment, mais aussi poids lourd, transport de marchandises. Et on est aussi concepteur et fabricant des packs batteries associés et des ateliers de charge liés. Donc en fait on est sur la chaîne complète du coût au kilomètre des moyens de mobilité lourde. Et peut-être en un mot, déjà expliquer le rétrofleet pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Le rétrofit, ça consiste à convertir un véhicule thermique en X. X pouvant être beaucoup de choses, la batterie, l'hydrogène ou d'autres moyens, notamment gaz. Ça permet d'avoir une offre complémentaire des constructeurs traditionnels, d'accélérer la transformation des moyens de mobilité, souvent à moindre coût. Et avec une dette carbone aussi très avantageuse, parce qu'on n'a pas à reconstruire un véhicule neuf à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui, M. Djebari en a parlé tout à l'heure, commence à exister dans le paysage industriel français, mais aussi européen. Clément Michel, présentation et puis présentation de Keolis. Je suis DG France de Keolis. Keolis, on est une filiale de la SNCF et qui est le leader français de la mobilité partagée et mobilité active. On pourra y revenir tout à l'heure. Et donc, on opère des réseaux de bus, de trams, de métro à Paris, en province, et dans 12 autres pays. Et j'ai, moi, eu la chance de manager les opérations en Australie et en Amérique du Nord jusqu'à il y a peu. Alors, on va commencer directement avec vous, Clément Michel, si vous voulez bien, en préambule. On va parler effectivement de mobilité durable et finalement, ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'effectivement, alors on peut parler de la mobilité individuelle, de la voiture, de tout ce qui existe finalement déjà aujourd'hui, mais que si on voulait vraiment accélérer les choses et avoir un impact majeur finalement sur cette durabilité dans la mobilité, il fallait dans un premier temps finalement accélérer le développement de tout ce qui touche les transports en commun. Oui, on va beaucoup parler ensemble de mobilité, de transition énergétique, bien sûr, mais il y a bien quelque chose une question que je me pose et qui est finalement commence par le propos de l'ancien ministre, M. Djebari, tout à l'heure. On aime bien dire qu'il faut convertir les automobiles ou les automobilistes. Et donc, nous, on dit qu'il faut convertir les deux. Et si on se redonne les grands chiffres, donc les transports publics, les transports en France, c'est 30% des gaz à effet de serre. Les transports publics, c'est 1%. Mais c'est 1% qui peut aider le reste, 38 millions de véhicules individuels qui sont utilisés tous les jours, une grande majorité bien sûr en diesel. Et donc sur quoi on travaille en premier et finalement quels sont les leviers de la décarbonation des transports en général? Le premier, c'est la demande. Quand on parle de désertification rurale, quand on parle d'accès aux soins, on parle derrière de besoins de mobilité. Et donc travailler sur les services publics, dans tout le territoire est important. Vous avez sûrement entendu parler de ville du quart d'heure, de reconstruire, réhabiliter les centres-villes. Toutes ces politiques publiques travaillent sur le besoin de mobilité. Enfin, si on se redonne quelques chiffres très importants, en France, 25% des trajets en voiture sont de moins de 3 km, 40% en agglomération. 3 km, c'est parfait pour les mobilités actives et en particulier le vélo. Et donc on voit bien, là, depuis post-Covid, le doublement de la part modale du vélo, encore très minime quand même, y compris en ruralité. Et donc tout ça est extrêmement important dans le cadre de la transition carbone de nos sociétés. Et donc ces petits investissements, aménagements pour faciliter les
les mobilités actives sont importantes, la marche, le vélo. Nous, on va travailler dans les centres-villes, par exemple, à donner une alternative au mode de transport public pour donner plus de capacité au sein de nos réseaux, à dire, vous saviez que si jamais vous ne faites pas cette liaison en métro, alors oui, vous pouvez le faire à pied, elle va vous prendre 5 ou 7 minutes. Les outils digitaux peuvent beaucoup aider là-dessus, et donc recréer de la capacité dans les services contraints, et donc de faire venir plus de monde dans les transports publics. Donc comment on travaille sur le transfert modal? D'abord, bien sûr, l'offre, les fondamentaux, la fréquence, la pertinence, est-ce que ce réseau va là où vous voulez? Et enfin, la permanence de l'offre. Si c'est une offre qui marche de 9h à 16h, elle est beaucoup moins attractive. Et la fréquence, on le sait bien, il y a des thresholds, ça me vient en anglais maintenant, des niveaux au-dessous duquel on ne peut pas aller en termes de fréquence pour pouvoir avoir une volonté d'arriver directement sur un réseau de transport. Donc en général, toutes les 10 minutes, ça marche. Au-delà, 20 minutes, 1 heure ou un bus toutes les 2 heures, là, vous allez moins vous déplacer, vous allez moins l'utiliser, il va être moins attractif. Bien sûr, travailler sur la multimodalité, le service en couture, et il y a des projets en France en ce moment de travailler sur des passes nationaux, etc. etc. Bien sûr, on pousse toutes ces initiatives pour pouvoir enlever toutes les scories que peuvent avoir les gens, parce qu'effectivement, quand on pose des questions, on l'a posé beaucoup, et on le pose, on a un observatoire de la mobilité chez Keolis régulier, et en premier, ce que les gens demandent dans la mobilité en général, pas que les transports publics, c'est la praticité, la fiabilité, le confort, et finalement, bien sûr, le prix. Mais si le prix était le seul critère, alors il n'y aurait presque plus de voitures. On le sait bien. Donc maintenant, j'ai fait un point sur les besoins de mobilité, l'incitation au mode actif, parler un petit peu de petites infrastructures, parler de ce qui fait une offre attractive et une offre un petit peu moins attractive. Maintenant qu'on s'est dit, voilà notre itinéraire, voilà où on veut aller, voilà la fréquence, quel type de matériel on veut avoir est bien sûr important. Et donc là, on va commencer à vraiment parler des énergies de traction. Donc quel type d'énergie? Est-ce que c'est électrique? Est-ce que c'est hydrogène? Est-ce que c'est diesel? Si c'est diesel, est-ce que c'est quel type de diesel, etc. etc. Et puis aussi, comment est-ce qu'on fait des économies? La chute, la poursuite de tous les gâchis est absolument importante. Ça se voit beaucoup, je pense à quelques exemples, notamment aux États-Unis, où il y avait une règle il y a encore un an où la locomotive arrivée en gare devait rester allumée, diesel, pendant toute la journée. Voilà, question émissions, gaz à effet de serre et pollution, bonjour. Et bien sûr, l'éco-conduite, on estime là en fonction du type de mode, et type de relief, de type de motorisation, mais on peut économiser entre 8 et 10% de la consommation en formant nos conducteurs et nos conductrices sur le réseau. Donc vous voyez, on a travaillé sur le réseau, on a travaillé sur les économies, et maintenant, travaillons sur quel type de moteur, de propulsion, et aussi si c'est de l'hydrogène, si c'est de l'électrique. On a beaucoup parlé ce matin de Scope 3. Quel type de production de ces énergies, c'est absolument fondamental pour ne pas faire de mauvais choix stratégiques. Et donc chez Keolis, nous on dit qu'on est mode et technologie agnostique, puisqu'il va y avoir des technologies qui sont plus à même de répondre à des besoins d'un territoire en particulier. Du scolaire ou de la longue distance, ça va être différent. De l'urbain permanence en centre-ville, ça va être extrêmement différent que du scolaire de montagne. Et donc, je ne sais pas si c'est par hasard, mais nous travaillons ensemble en fait sur des projets différents, mais qui vraiment posent ces questions. Et alors, donc je vais jeter un voile pudique pour l'instant sur le sujet parce que vraiment on va en parler ensemble. La motorisation et puis le rétrofit auquel nous on croit beaucoup.
Juste pour prendre une minute sur le dernier élément de la décarbonation, hein, c'est la production de l'énergie, en illustrant mon propos par quelque chose que j'ai vécu moi-même en arrivant en Australie il y a maintenant 14 ans, patron du plus gros réseau de transport public de l'Australie à Melbourne, et on s'est rendu compte que le réseau de tram électrique hors pointe était plus polluant par un facteur 3 que l'utilisation de la voiture individuelle. Parce que l'électricité était produite par ce qu'on appelle le brown coal, hein, le charbon à haute teneur en polluants, et que donc il fallait vraiment travailler là-dessus. Et donc on a travaillé avec le gouvernement du Victoria à l'époque pour finalement faire un Power Purchase Agreement avec du solaire, et donc arriver à complètement décarboner la production d'électricité pour le réseau de tram de Melbourne, et donc d'avoir un rapport positif. Mais je l'aime bien cet exemple-là parce qu'il se fait se reposer les vraies questions, hein, plutôt que de se lancer dans une technologie, si jamais on n'est pas allé jusqu'au bout de la réflexion. Mais je sais que là, je prêche un parterre de convaincus sur le sujet. Merci beaucoup. Alors, vous avez effectivement dressé, on va dire, les grands enjeux de cette table ronde. Développement, effectivement, on va dire, des transports en commun, choix de la technologie, et puis mise en œuvre de celle-ci, avec finalement aussi en creux, on en parlera peut-être assez vite, mais des choix qui vont derrière, avec des choix qui peuvent incomber aux collectivités locales ou aux agglomérations quant au choix justement de la technologie choisie. Juste avant ça, effectivement, j'aimerais bien avoir votre regard là-dessus, à la fois vous, Vincent Lemaire et Emmanuel Flau, parce que finalement vous êtes des industriels, vous répondez à ces enjeux-là. Quel est votre regard sur ce qu'a expliqué très bien Clément Michel, la nécessité déjà de développer, on va dire, les transports en commun? Il est une évidence que le transport en commun est par nature vertueux. Hein. Dans un autobus, l'autobus transporte l'équivalent de ce qu'on met dans 30 voitures. C'est un chiffre qu'on dit assez classiquement. Hein. Donc évidemment que le transport collectif est particulièrement vertueux, à la limite même s'il est diesel. Pour autant, ce véhicule, il est quand même un véhicule politique. Il est acheté par une autorité organisatrice de transport, c'est-à-dire un maire, un président d'agglomération, un président de conseil régional. Et donc, par nature, il doit quand même avoir une certaine cohérence avec tout ce qu'il essaie d'organiser. Et par exemple, s'il essaie d'organiser une ZFE dans sa ville, il va quand même avoir du mal à acheter un véhicule collectif assez peu exemplaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le législateur ne s'y est pas trompé et a mis en place des obligations d'achat de véhicules zéro émission. C'est le cas maintenant dans toute l'Europe. C'est la France qui a lancé ça. Hein, et là, il faut remonter à 2017. Ségolène Royal qui a lancé cette affaire-là avec des obligations en œuvre depuis 2022. Aujourd'hui, une agglo française doit acheter un quart de ses véhicules en zéro émission. En 2025, ce sera 50%. Le diesel, ça sera fini. Plus le droit d'acheter des autobus diesel en 2025 en France. Et cette loi française a inspiré d'ailleurs l'Europe. C'est aujourd'hui généralisé à tous les États membres. Donc voilà. Donc des véhicules exemplaires, il y a quand même une certaine logique, une certaine cohérence à ce qu'on aille vers ces véhicules zéro émission. Véhicule zéro émission, ça veut dire un véhicule essentiellement électrique. L'électrique provenant d'une batterie, c'est l'autobus à batterie. Ou d'une pile à combustible, c'est l'autobus hydrogène, où toute la journée, on va fabriquer du courant électrique en mélangeant de l'hydrogène avec de l'air dans un appareil qui s'appelle une pile à combustible. Voilà, c'est ça un véhicule hydrogène. En fait, on parle beaucoup de la France, mais on a une poupée russe réglementaire qu'on oublie un peu. C'est l'ONU déjà, c'est international, qui met une pression carbone, notamment sur les fonds de financement. Et bon, on parle beaucoup de finances vertes, mais c'est un des gros moteurs aujourd'hui, cette économie carbone, hein, c'est cette pression. C'est européen et finalement c'est français. Les ZFE, ce n'est pas un enjeu du gouvernement Macron, c'est un enjeu mondial. Et du coup, on ne peut pas que attendre des gens des mutations. C'est-à-dire que c'est des mutations qui font peur. L'électrique, ça inquiète, il y a l'autonomie, donc c'est la liberté. C'est un faux problème, on va en parler, hein, mais c'est un vrai sujet. Et du coup, j'aime bien une phrase d'Henry Ford qui disait « Si j'avais écouté mes clients, j'aurais fait des chevaux plus rapides ». En fait, on est pile là-dedans. Si on écoute les cas d'usage, on n'apporte pas forcément la solution. Vous parlez des besoins d'autonomie. L'autonomie est un faux problème puisqu'on peut recharger et de plus en plus on pourra recharger. Je vais donner un exemple très concret dans les choses qu'on fait avec Keolis. On fait des autocars scolaires par exemple. Donc là, ça roule tout le temps, assez peu, le matin, le soir, partout, au même moment.
Il y a assez peu de périscolaires, hein, on reprend un service la journée pour emmener les enfants à la piscine. Et globalement, vous avez comme ça une centaine de milliers de véhicules en Europe qui roulent le matin et le soir. Bon, on a fait un kit pour électrifier ce besoin-là, à 150 km d'autonomie, 200 en vrai. On est plutôt en train de le dégonfler, d'ailleurs sur des projets qu'on a avec Keolis, où il roule encore moins que ça. Et du coup, on a une performance économique, une performance carbone qui est associée, qui est extrêmement efficace. La charge de ce véhicule, par exemple, c'est de la charge lente. 22 kW, c'est à peu près la charge d'une Zoé. Pour un véhicule de 19 tonnes, ce n'était pas intuitif. D'ailleurs, ça ne l'était pas au début pour vos équipes, qui détendaient 19 tonnes un chargeur de Zoé. Non, on va pas. Il y a une crainte en fait de ces nouveaux modes. Aujourd'hui, on a des exemples en opération d'un car de ce type-là qui charge en 22 tous les 2 jours. Donc il faut penser différemment. Sans ça, il n'y aura pas de mutation efficace et aussi compétitive. Alors effectivement, on va revenir effectivement sur les différentes technologies, mais ce que j'aime bien dans vos propos finalement, c'est de rappeler que la contrainte aujourd'hui pousse aussi à l'innovation et pousse les entreprises françaises, européennes à innover dans tous ces transports-là et aller peut-être plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. Je vais juste compléter une chose aussi qui est importante, c'est que le monde automobile vend de la pièce détachée. C'est un métier, on ne vend pas de véhicules. Renault gagne à peu près 500 € sur une Clio. Par contre, sur la vie de la Clio, ils gagnent des milliers d'euros sur la vente de pièces détachées. Donc déjà, c'est des pièces qui durent assez peu longtemps, c'est fait pour, et ils vont gagner de l'argent là-dessus. On rentre dans un monde où, sur le car, pour nous, je crois quand même qu'on utilise le même moteur, il me semble, en usage scolaire, ça a duré 50 ans sans maintenance. Donc déjà, on imagine, c'est plus le véhicule, c'est la chaîne énergétique qu'on va pouvoir dupliquer de véhicule en véhicule. Une batterie, c'est 10-15 ans. Il n'y a pas de maintenance. On parle à un taux de maintenance sur les bus en Italie, par exemple, on passe de 40-50 centimes par kilomètre à 2-3 centimes. Donc il faut voir que tout ce que vous voyez dans les médias, beaucoup, c'est aussi une batterie, ça se recycle, alors qu'on entend que ça ne se recycle pas. Enfin, il y a tout un monde automobile qui doit faire une mutation qui est quand même extrêmement violente en termes industriels, parce que trop rapide, mais pour autant, les vrais enjeux sont là. Alors juste, je vais vous laisser encore le micro une seconde parce qu'on va beaucoup parler finalement de politique publique, de transport en commun. Juste, vous, effectivement, vous êtes industriel, vous travaillez notamment, donc on l'a bien compris avec Keolis sur ces sujets-là, mais aussi pour des entreprises privées. Est-ce que vous sentez qu'au niveau des entreprises privées, c'est la même problématique, que là aussi, les choses s'accélèrent ? Oui. Clairement, c'est-à-dire qu'on aime bien travailler avec les grands groupes parce qu'ils sont capables de se déployer sur de la vraie série et d'avoir une vision européenne aussi. Nous, le marché est européen. Et pour autant, on a énormément de PME qui commencent à s'engager. Alors, les premiers sont des pionniers avec des patrons visionnaires, mais on a du transport de voyageurs sur le port de Marseille pour la décarbonation. Quand vous avez un navire de croisière qui arrive, il y a tout de suite 30 cars qui arrivent pour convoyer les touristes dans le centre-ville et les ramener. Donc, ça va se faire en rétrofit. Vous avez transport de salariés. Il y a beaucoup de salariés, les centrales nucléaires, il y a des cars qui les convoient. Voilà, vous avez tous ces gens-là qui finalement commencent à s'engager. Et encore une fois, ils anticipent une pression carbone qui peut les faire disparaître. Parce que des groupes comme Keolis ou d'autres comme Transdev ont anticipé. Eux, ils savent que s'ils ne se préparent pas, ils vont se faire éjecter. Donc il y a un enjeu de... Cette transition carbone, elle est vue aussi comme un enjeu de continuer d'exister dans les années à venir si ce n'est pas intégré. Et c'est le vrai risque de la transition carbone, c'est ceux qui ne montent pas dans le train risquent d'avoir des problèmes. Je rajouterais à l'enjeu écologique l'enjeu santé publique, qui est aussi extrêmement important. Les chiffres sont assez affolants quand même. La France, c'est 48 000 décès annuels par la pollution urbaine. C'est 7 millions de personnes dans le monde. Vous qui êtes, je pense qu'il y a pas mal de Parisiens dans la salle, je vous assure que quand on arrive de province, moi j'habite à la campagne, quand on arrive à Paris, c'est un peu dur quand même. Vous avez quand même un air qui est quand même vraiment dégueulasse, quoi. Et donc l'électrification, pour ça, elle est vertueuse. À Paris, le plan d'électrification des bus, là, vous commencez à en avoir pas mal dans Paris, il a démarré en 2014. Et c'est vraiment sur ce thème-là, sur le thème de la santé publique. Voilà. Alors justement, je prends la balle au bon, puisqu'on parle des agglomérations, des communes, qui sont, alors on va dire, au centre de ces enjeux-là de la mobilité, en tout cas. Justement, pour vous, Clément Michel, 2 questions. Première question, est-ce que vous pensez que finalement c'est le rôle du politique d'accélérer sur ce sujet-là, à la fois parce que on a compris qu'il y avait des contraintes, mais il n'y a pas que des contraintes, il y a aussi tout simplement des citoyens qui attendent que les choses s'accélèrent, bougent, donc ça on rentre vraiment dans la politique publique. Et effectivement, dans un second temps, vous qui travaillez à la fois avec, vous l'avez dit, vous êtes agnostique de l'électrique, de l'hydrogène, finalement, quel est votre regard là-dessus sur les qualités de chacune de ces technologies ? Peut-être la réponse va être oui sur le politique, mais en passant par un petit... Toutes les études que l'on fait, on se dit ce coup-ci, on va voir que
les usagers du transport public le font par conviction. Ben non. Voilà. Très très peu. Alors effectivement, moi je travaille dans le transport public, on travaille dans le transport public, donc on codait quelques personnes, mais dans les grandes masses, on voit un petit frémissement sur les plus jeunes générations, mais ce n'est pas par conviction. Donc parce que l'offre est d'abord et avant tout le déclencheur, et aussi les contraintes, ce qui me fait arriver sur le politique. Sur l'alternative qui peut être donc la voiture individuelle. Et donc, oui, le politique doit être là. J'ai passé assez longtemps aux États-Unis et travaillé sur un projet, par exemple, de réseau de transport public à Houston. Je vous l'annonce, il ne va jamais marcher, ce réseau de transport de bus avec des nouvelles technologies, faible impact, mais il n'y aura personne à bord parce qu'il n'y a pas de trottoir. Donc les gens ne peuvent pas aller à l'arrêt de bus dans les banlieues de Houston. Donc là, on voit bien par derrière qu'on parle ici d'écosystèmes complets qui favorisent la mobilité ou les mobilités collectives ou actives. Qui vont extrêmement bien ensemble, y compris la voiture, l'autopartage, le covoiturage, le transport à la demande. Donc il y a vraiment un panel alternatif à la voiture individuelle qui est important. Et là, les politiques publiques, dans les poupées russes dont vous parliez à l'instant, Emmanuel, est absolument nécessaire. Et ça va, y compris jusque la construction de la Corona-Piste ou pas, de la décision entre du parking en centre-ville ou pas, du P+R pour permettre un report ou pas. Et par exemple, il suffit de regarder le chiffre exact, c'est au-dessus de 50%, j'ai oublié le chiffre exact, du nombre de voitures dans les Hauts-de-Seine qui sont en fait des voitures d'entreprise parce qu'il y a un système incitatif à la voiture de fonction en France, individuelle. Là, on a un vrai sujet de société à se poser comme question. Donc moi, j'y crois. S'il y a la bonne concertation, s'il est vu en concertation avec et les entreprises et les citoyens, mais un vrai sujet de ce à quoi on veut aller en termes de société. Le sujet du type de technologie, qu'est-ce qu'on va favoriser, et on voit de la convergence. Peut-être un petit point pour refaire le point sur ce que tu disais à l'instant, Vincent. Les chiffres de l'ADEME disent un passager dans un bus diesel consomme autant de carbone qu'un conducteur dans une voiture électrique. Voilà, la différence, c'est le nombre de personnes dans un bus en moyenne. Mais si vous doublez le nombre de personnes dans le bus, vous êtes deux fois plus efficace qu'une voiture individuelle quand même. Et vous avez moins d'embouteillage. Donc, j'ai passé ça. Sur le gaz, effet sur la pollution, très important. Important qu'on ait vraiment les choses claires en tête. Le gaz, pollution, gros impact. Par contre, carbone, pire que le diesel. Ça, c'est quelque chose, quand on parle avec les politiques, ils n'ont pas encore bien compris, parce qu'on a eu vraiment du passage au gaz en disant, le gaz naturel de ville, on a les transports, venez dans mon bus vert, qui est en fait un bus au gaz, mais qui émet plus qu'un bus diesel en termes d'émissions de CO2. Ensuite, je pense que sur les bénéfices respectifs de l'électrique ou de l'hydrogène, rentrons dans les technologies, puis ensuite je reprends après, parce qu'il y a des moyens de faire de la recharge en ligne. On le fait dans du car à haut niveau de service entre Nice et Sophia Antipolis par exemple, ou entre Nice et Cannes. Donc on arrive à faire de la recharge en ligne et avoir une certaine flexibilité.
Et puis voilà, on va vous présenter, j'imagine, le projet hydrogène sur lequel on travaille ensemble avec Safra. Ce que je vous propose, c'est de parler effectivement aussi des agglomérations qui sont aussi un peu en pointe. Vous avez un projet commun, je crois, Clermont-Ferrand. Ça permettra peut-être d'expliquer le choix de l'hydrogène et concrètement, qu'est-ce que ça va apporter. Oui, absolument. Juste un mot pour quand même compléter sur le transport public. Et Lionel, tu l'as très bien dit tout à l'heure, on a des enfants à peu près du même âge. La jeunesse, là, les 20-25 ans, eux, la voiture, voilà, ça les intéresse nettement moins. Et la mobilité, enfin, prendre sa voiture tout seul, nous, notre garçon, il est étudiant à Montpellier, on est à Toulouse, jamais il a fait un trajet en 3 ans tout seul dans sa voiture. Pour lui, c'est absolument impensable. Et la plupart du temps, c'est du train, c'est du bus. Voilà. Donc, ils ne sont pas comme nous, hein, la jeunesse. Et ça va être un changement formidable. Et ils ont tout à fait raison de faire comme ça. Voilà, c'était juste une petite chose sur le transport public. Donc, effectivement, sur la mobilité zéro émission, il faut, et en particulier sur la mobilité hydrogène, un de nos gros sujets, c'est qu'il nous faut de l'hydrogène pour rouler. Voilà, et qu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore beaucoup. La mobilité hydrogène, elle est très adaptée dès que les services sont, dès que le besoin énergétique est important. Alors un bus, c'est lourd, hein, ça fait 20 tonnes en charge, ça peut tourner de 5h du matin à 23h et ça peut faire éventuellement beaucoup de kilomètres suivant les services. Il y a des services qui sont faciles à faire, des transports scolaires, donc ça on y arrive très bien en batterie, mais dès qu'on a 250, 300, 400, 500 km à faire dans la journée, là on n'y arrive plus en batterie, et là l'hydrogène est extrêmement pertinente. Et effectivement, on a un client commun, la ville de Clermont-Ferrand, qui voulait aménager une ligne entre le centre-ville et vraiment l'extrémité de la métropole qui s'appelle le Pont du Château, donc c'est vraiment très loin. Et donc typiquement, c'est des véhicules qui vont parcourir plus de 300 km par jour. 300 km. On parle toujours de l'énergie pour rouler, hein, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi toute l'énergie, par exemple, du confort climatique. Si on veut que les gens abandonnent leur voiture, il n'est pas question de dégrader. Il faut apporter un certain confort. Il faut du confort climatique, il faut de l'information voyageur, il faut pouvoir recharger son téléphone. Voilà, il y a tout ça. Il faut assurer la sécurité avec la visiosurveillance. Ça peut être 30% de l'énergie. Hein. Toutes ces énergies auxiliaires, là, voilà, c'est beaucoup d'énergie. Et donc, dans cette ville-là, effectivement, ils voulaient assurer ce véhicule de manière la plus vertueuse possible en zéro émission. Et donc le choix a été fait d'utiliser la technologie hydrogène, qui est donc capable d'apporter sans problème l'énergie pour faire sa journée complète de roulage, en allant donc remplir son véhicule dans une station hydrogène en très peu de temps. Hein, on est de l'ordre du quart d'heure, donc comme le plein de gasoil avant. Hein, donc c'est un des gros avantages en opération du véhicule hydrogène. Et là, ce client-là qui était dans mon bureau il y a quelques années en arrière nous avait dit moi je veux. Tout ça, c'est affreusement compliqué. Il faudrait arriver à trouver une solution pour que finalement, vous proposez qu'on monte le package complet, quoi. Hein. Il me faut de l'hydrogène, il me faut une station, il faut un dépôt, il faut des conducteurs, il faut de la maintenance, il faut du matériel roulant. Voilà. Comment est-ce que vous pourriez proposer le package complet ? Et on a réussi à le faire ensemble, en proposant tout ça. Cette ligne va démarrer l'an prochain pour 10 ans. Et on est vraiment très satisfait de faire ça avec Keolis. L'annonce a été faite il y a quelques semaines de ça. Emmanuel Flau, peut-être vous avez un peu expliqué brièvement, mais effectivement vous alliez lancer, là je crois c'est jeudi, donc ces fameux... Alors, une activité intense avec Keolis, décidément. Donc dans 2 jours, on inaugure la première commande série. Les 3 premiers véhicules qui arrivent sur un dépôt qui est au sud de Lyon, à Villefontaine, près de Bourgoin-Jallieu. Donc c'est important pour nous, c'est la vraiment première commande série, même si ces 3 se profilent quelques dizaines d'unités. On en fait une dizaine d'ici décembre, donc c'est parti en mode 10 poids lourds, c'est beaucoup déjà. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est des véhicules de 19 tonnes. Donc une centaine l'année prochaine. Alors effectivement, nous on a la même démarche, alors, encore une fois, avec des enjeux complémentaires. Nous, l'enjeu, c'était vraiment d'arriver à obtenir le tarif le plus compétitif possible en reprenant les cas d'usage, en les retravaillant avec les clients, hein, sans forcément... le premier cahier des charges de Keolis, ce n'était pas celui sur lequel on arrivait, on a beaucoup échangé avec les équipes. Et puis d'intégrer des modes de charge. Alors typiquement, si je prends ces véhicules, comme on sait qu'ils s'arrêtent 5-6 heures la journée, on charge en 2-3 heures, ça suffit. S'il faut charger en 20 minutes, on charge en 20 minutes. Mais le prix de la borne passe de 30-40 000 euros, si on veut en 20 minutes, à 1000-2000 euros si on charge en 2-3 heures. On passe d'un transformateur qui est suffisant sur la zone à un transformateur privatif qui coûte 500-700 000 euros avec les bornes. Vous voyez, on peut tout faire. La question, c'est de se poser les bonnes questions et de faire évoluer aussi dans une logique où on est quand même dans un monde, nous, ce qu'on sent, c'est qui peut le plus, peut le moins. Comme ça, on est sûr. Je ne vais jamais à Marseille, mais le jour où je veux y aller, je vais avoir une batterie pour y aller.
Et alors que c'est pas ça le sujet. Le jour où vous allez à Marseille, vous chargez 1 ou 2 fois, ça vous prend 20 ou 40 minutes en plus. À l'époque, on mettait, j'aime bien les chevaux, hein, donc je vous dis, en cheval, on mettait 1 mois. Aujourd'hui, on va mettre 20 ou 40 minutes de plus. Est-ce que c'est grave? Non. Moi, je le fais, je traverse la France en véhicule électrique. Je mets peut-être 1 heure de plus sur un trajet Chambéry-Lille. Je suis un peu plus reposé quand j'arrive. Je vois pas passer la recharge. C'est vraiment des nouveaux usages où là, vous avez typiquement les aires d'autoroute vont devenir plus des lieux de vie qu'aujourd'hui, on y passe peu de temps. Il y a des choses qui vont évoluer. Je suis en train de digresser, je vais revenir sur la technique. Mais globalement, cet enjeu-là, c'est on peut faire de la transition énergétique à des coûts compétitifs, mais il ne faut pas se mentir, on ne fera pas un équivalent du monde de thermique en disant vous inquiétez pas. C'est un peu la promesse de l'hydrogène sur certains cas qui n'est pas la bonne promesse, parce que ce n'est pas ce que vous vendez côté Safra. Mais même pour l'hydrogène, il faut faire évoluer les cas d'usage, la vision des politiques, et puis au final la vision des gens. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre que les gens aient une démarche. Il faut proposer des services, montrer que accompagner. Je prends l'exemple des chauffeurs de nos clients. Au début, ils veulent surtout pas d'un véhicule électrique, et quand ils ont conduit, ils veulent surtout plus un véhicule thermique parce que c'est agréable, il n'y a plus de bruit, c'est silencieux, une super reprise, et c'est ce qu'on vit avec les chauffeurs. C'est la même chose que le monsieur tout le monde dans son véhicule particulier. Alors justement, Clément Michel, là, ce qu'on a d'aborder comme sujet, c'est un peu indirectement le maillage. Alors le maillage à l'échelle, effectivement, on va dire des transports en commun, mais c'est vrai que finalement, dans l'imaginaire de beaucoup de personnes, c'est est-ce que je vais pouvoir recharger ma voiture? Est-ce que c'est un problème? Si je fais de l'hydrogène, quelle est la borne où je vais pouvoir recharger potentiellement mon car? Et vous me disiez, en fait, ça c'est totalement un faux problème, et c'est pour ça que les technologies peuvent cohabiter, parce que ça va dépendre de la problématique, de la commune, de l'agglomération, de la région, et que finalement, il y a une solution pour tout le monde. Oui. Vous le disiez à l'instant, hein, en plus dans le transport public, on est sur une zone captive, donc tout ce qu'il faut qu'on perçoive, c'est vraiment quel est notre cas d'usage, est-ce que ça va être du car électrique, est-ce que ça va être du bus en centre-ville, combien de kilomètres, et avoir une idée de quelle projection de service dans le futur aussi. Si on sait que dans les 5 ans, alors il n'y aura plus de services de car juste matin et soir, mais qu'ils vont être utilisés 24 heures sur 24, nos cars scolaires, peu probable, alors il faudrait changer de cas d'usage. Donc faire un peu de future proofing des cas d'usage. Assez facile finalement. Et ensuite, la seule autre contrainte, c'est se dire, finalement, et s'il y a un incident, quel est notre mode dégradé? Imaginez un petit peu, hein, c'est vieux comme les transports publics, mais les trolleybus arrivent à enlever, à détacher leur mini pantographe, je ne sais pas comment on dit pour les trolleybus, et à dépasser quelque chose et à remonter dessus. Et donc, finalement, a beaucoup plus de flexibilité qu'un tram qui ne peut pas faire clignotant à droite et puis, ou à gauche et puis dépasser. Donc, voilà, pour nous, c'est construction du cas d'usage, travail avec les industriels pour dire qu'est-ce qu'il est possible de faire, parce qu'effectivement, avec une bonne ingénierie totale du système, et c'est ça qui est très très nouveau par rapport au diesel, hein, alors on peut faire vraiment des économies et faire réduire les coûts. Et c'est pour ça qu'une question qui va se poser, j'imagine, autour de la table de TCO, va être hyper dépendante du cas d'usage. Donc je vais vous donner des chiffres très 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 macro, mais qui vont être ni représentatifs de ce qu'on va faire à Clermont, ni de ce qu'on va faire à Bourgoin-Jallieu. Je veux juste compléter. On parle toujours des contraintes de cette transition. Il y a aussi des vraies opportunités qui s'ouvrent. Alors je vais le dire, on n'a jamais vraiment parlé avec M. Michel, mais je pense qu'Keolis peut devenir un énergéticien. C'est curieux à dire. Et les gestionnaires de flotte peuvent devenir des énergéticiens. C'est-à-dire concrètement, on peut trouver des marges complémentaires dans ces métiers, tout simplement parce qu'ils seront propriétaires d'un actif qui est des batteries, de façon très importante. Si je cumule un peu leur parc, ça sera peut-être une centrale nucléaire, grosso modo, en termes de puissance, que l'on peut appeler immédiatement sur les réseaux, à la différence du nucléaire qui met 2 jours à réagir. L'énergie vaut cher sur les réseaux quand elle est directement mobilisable. Et on vient de dire que leur flotte ne bouge pas entre 10h et 15h, et qu'elle est revenue à 18h. L'énergie, là où elle est la plus carbonée, elle vaut la plus chère, c'est entre midi et après 18h. Donc on voit des modèles se dégager sur lesquels nous, on veut, évidemment, ça fait partie de notre stratégie, travailler avec eux, pour compléter, si vous voulez, ce côté gestion de nouvelles marges. Et puis finalement, on voit quand même se positionner quelque chose d'assez intéressant. C'est une évolution assez forte de la valeur qui commence à bouger et se déplacer vers les consommateurs. Alors là, je parle du car, c'est vrai sur les poids lourds. On a l'impression que toujours ces véhicules sont en permanence sur la route. C'est globalement assez faux. Ils sont souvent captifs.
Et là, il y a des choses qui vont se dégager. On ne sait pas encore quel modèle va se dégager, mais on travaille dessus. Alors vous avez lancé le sujet, parlons-en, parlons effectivement du TCO, donc du coût total de possession de ces flottes, de ces véhicules. C'est vrai que quand je vous ai eu au téléphone pour préparer cette table ronde, je me dis est-ce que ça c'est pas finalement un frein, parce que c'est vrai qu'on est entre guillemets sur des véhicules qui aujourd'hui peuvent avoir un prix plus élevé que les véhicules thermiques, et finalement quand on est une collectivité locale, une commune, ça peut être aussi des enjeux au bout d'un moment. Et il m'avait dit en fait si on raisonne plus globalement et pas uniquement sur le coût d'achat, c'est pas vraiment une problématique. Alors peut-être est-ce que vous pouvez effectivement me dire quelques mots là-dessus au niveau de l'hydrogène? C'est vrai que le sujet du coût total d'usage est vraiment un sujet clé. Et on arrive à démontrer des belles performances avec ces nouvelles technologies. Un véhicule diesel, un autobus diesel, vous savez, ça consomme quand même plus de 40 litres au 100. Hein, donc voilà. Donc c'est très important. Donc par exemple, avec de l'hydrogène, on est à peu près à la parité aujourd'hui. Hein, si on regarde que le coût énergétique. Bon, aujourd'hui, on est sur des technos qui démarrent. Donc effectivement, en investissement initial, c'est plus cher. Le véhicule hydrogène est plus cher, mais en même temps, voilà, il y a des incitations de l'Europe, des États pour réduire et pour prendre en charge ces coûts, pour inciter à ce que les villes basculent. Parce que si je reviens à mon histoire de santé publique de tout à l'heure, voilà, ça c'est des coûts qui sont absolument monstrueux. On n'en parle pas, mais enfin si on globalisait avec ça, là il faut très très vite tout basculer. Hein. Voilà. Donc oui, beaucoup de débats sur les coûts de possession, mais on arrive à démontrer des belles choses et on est jugé effectivement sur les offres concurrentiellement là-dessus, et on arrive à gagner des beaux appels d'offres comme ça. Et c'est là aussi où le rétrofit fait tout son sens dans certains cas. Alors le rétrofit, ben oui, effectivement, un véhicule qui a 7-8 ans d'âge, il est encore en parfait état. Il n'avait qu'un inconvénient, c'est effectivement d'être diesel. Et si on arrive à le transformer en véhicule zéro émission, ben ça c'est extrêmement vertueux. Et voilà, on commence à bien y arriver. Donc on est sur des créneaux un peu différents. Emmanuel sur du véhicule, voilà, le segment du transport scolaire, un circuit assez court. Moi je suis sur plutôt des services longs, des véhicules qui vont faire 400-500 km par jour, où là l'hydrogène est très intéressant et on va être les premiers à avoir un véhicule homologué avec un changement de motorisation hydrogène. En termes TCO, on arrive à se comparer au diesel aujourd'hui, c'est-à-dire que sans aide, simplement parce qu'on est sur des services plus courts et qu'on a aussi une stratégie très sobre dans ce qu'on propose, que ce soit sur le véhicule mais aussi sur la charge. Quelque chose qu'a dit Vincent, on ne vend pas la performance carbone aujourd'hui alors qu'on devrait. On fait tout ça pour baisser l'intensité carbone et en fait aujourd'hui on ne vend pas le fait que le véhicule soit rétrofité. Il a déjà épongé sa dette carbone. Ça va arriver, on en a parlé ce matin, scope 1, 2, 3, là on est en plein dans le scope 3. Mais ça a une valeur en soi qu'il va falloir monétiser. Donc c'est des fois une ligne dans un appel d'offres. Donc évidemment on a des équipes en place pour aller mettre cette fameuse ligne un peu partout. Ça va se généraliser. C'est ce fameux ruissellement carbone dont on parle, mais on fait partie des solutions très efficaces à moindre coût pour les pouvoirs publics. Mais aussi pour les entreprises privées, dans le poids lourd au sens large, pour avoir une performance carbone. Clément Michel, peut-être un mot sur ce sujet ? Quand on va arriver à la marge décarbonée, etc., ça va aussi nous pousser encore plus sur le sujet, pour revenir sur ce dont a parlé Getlink ce matin. Beaucoup de variabilité de cas d'usage et donc de total cost of ownership, mais aussi après, dans les appels d'offres publics auxquels nous répondons, on voit vraiment les critères RSE, les critères de transition énergétique d'un parc carbone qui sont en train de vraiment grandir. Je dirais, sans avoir été un expert du marché français, qu'il y a 5 ans, il n'y en avait pas de critères du tout. Là, on a des très gros appels d'offres de métropole qui sont en train d'arriver avec du 15, 20, 25% de politique RSE à l'intérieur de leurs appels d'offres. C'était le cas d'ailleurs sur les 2 appels d'offres en question dont on parlait tout à l'heure. Et
les pouvoirs publics, puisque c'est du financement public, demandent à voir l'impact de leur euro sur leur territoire. Et donc, en termes de réinjection d'euros dans l'écosystème, mais aussi sur l'impact, on va dire, au sens général du terme, emploi, relations sociales, qualité des emplois, insertion et bien sûr toute la transition écologique en sens général et de l'impact carbone en particulier. Et donc ça nous fait regarder un TCO forcément différemment et de regarder un modèle économique qui nous permet éventuellement de payer un peu plus cher, nous, mais d'avoir plus de points dans l'appel d'offres en termes de politique RSE. Et donc on a vraiment des modèles très puissants et à chaque fois on travaille avec les industriels sur le sujet. L'exemple que j'ai envie de donner, parce que voilà, je connais plus les prix des bus et des cars aux États-Unis et au Canada qu'en France, mais c'est quelque chose sur lequel j'ai plongé récemment, qui était le coût du rétrofit. On prend un car moyen diesel en France qui va être on va dire à 450 000 €. On l'utilise 8 ans. Au bout de 8 ans, on fait un rétrofit. En général, il va durer 15-16 ans, notre car. Si au bout de 8 ans, on lui donne 12 ans de plus, ça nous coûte 200 000 €, grosso modo, à peine plus. Ça a énormément de valeur parce qu'on a gardé l'asset, donc il n'est pas détruit, il n'a pas besoin de l'énergie du recyclage, etc., et on le fait durer plus longtemps. Voilà, c'est bon pour la planète, bon pour l'économique de celui qui fait le rétrofit, de celui qui l'opère et pour la communauté d'agglo qui est le client. Donc vraiment du win-win-win-win-win partout. Mais encore une fois, si j'avais vraiment un message, c'est attention, c'est un écosystème. C'est beaucoup plus simple de dire j'achète des bus diesel. De toute façon, il n'y a pas besoin de regarder où sont implantées les stations-service. Éventuellement, d'en faire une dans nos dépôts, c'est aussi facile. Quand on rentre ou dans l'électrique ou dans l'hydrogène. Tu n'as pas dit qu'on a un écosystème hydrogène local à Clermont-Ferrand qui était là, qui se construit et dont on va faire partie, par exemple, et qui en plus produit l'hydrogène hydraulique. Avec des barrages déjà existants, donc un projet vertueux dans toutes ses dimensions. On sera complètement décarboné sur ces roulages à Clermont, ça c'est vraiment intéressant. Écoutez, merci à vous trois pour avoir intervenu sur cette table ronde. On peut encore vous applaudir. Merci. Il nous reste un tout petit peu de temps pour des questions, s'il y a des questions dans la salle. Oui, allez-y madame. Oui, bonjour, je m'appelle Florence Larigauderie. Je voulais poser une question, peut-être un peu en complément de ce que vous venez de dire tous les trois. J'avais entendu un responsable bus de la RATP qui disait que les bus en fin de vie, donc ça fait peut-être 3 ans, étaient envoyés en Afrique. Donc, j'aimerais vous entendre peut-être là-dessus, puisque ça fait partie évidemment du sujet. Et puis, juste une petite anecdote en contrepoint de ce qu'a dit Monsieur le maire à propos de notre air parisien et de celui de l'Aquitaine, c'est ça. On a fait fondre de la neige à 1000 mètres en Haute-Savoie, au-dessus du lac Léman, là où sont captées différentes eaux minérales célèbres. Et donc on a tous les avions qui partent et reviennent atterrir à Genève, au-dessus du lac, qui passent devant nous. Et l'eau avait un gros dépôt noir au fond de la casserole une fois qu'elle a été fondue. Donc franchement, effectivement, il faut vraiment faire quelque chose. Qui veut répondre sur la question de la réutilisation, réexploitation des bus ? C'est une très bonne question. J'ai commencé ma carrière à la SNCF. À ce moment-là, je me souviens d'un moment où la SNCF s'est posé la question de dire, mais en fait, ce qu'on appelait les petits gris, les trains en fin de vie, étaient envoyés à Cuba ou bourrés d'amiante.
Et donc la question, quand on est sur l'impact carbone par exemple, c'est de toute façon il est fait ici ou il est fait là-bas, donc arrêtons de regarder à nos propres limites, et c'est pour ça que d'aller vraiment sur le scope 1, 2, 3, y compris tous les impacts jusqu'à la fin de la vie de ce qu'on achète maintenant est absolument critique. Et donc, c'est pas une annonce. Alors, chez nous, pour l'instant, ils vont plutôt en Europe de l'Est, ce que j'ai appris là tout récemment. Mais on lance un projet de réflexion en interne à Keolis de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire un bon partenariat avec du rétrofit à l'avance, ou réfléchir à nous assurer du rétrofit à l'arrivée. C'est vraiment tout neuf, c'est une réflexion qui a 2 mois, qui est en embryonnaire en ce moment, mais de se dire que si on est vraiment... Alors, bien, vous l'avez dit aussi sur les financements verts, on a refinancé, j'étais jusqu'à il y a encore un mois directeur des RH et de la Transfo, donc y compris du développement durable et donc de l'impact carbone de Keolis. Et on a refinancé toute notre dette en emprunt d'hiver et on s'est donné des engagements. Et donc dedans, on doit se poser la question de ce qu'on fait des assets que l'on a. Alors certains sont des assets qui appartiennent aux autorités organisatrices. Grosso modo en France, sur les bus que nous opérons, il y en a la moitié qui sont en propriété Keolis et l'autre moitié qui appartiennent aux autorités. Et donc quand c'est aux autorités de leur proposer de faire quelque chose, quand c'est les nôtres de le faire nous-mêmes. Donc voilà, c'est un vrai sujet important. Juste un petit complément. Nos lignes de production batterie, on les a mis dans des containers isolés, enfin une micro-usine. Il y a 2 raisons à ça. La première, elle est assurantielle. Ça permet de circonscrire le risque de production. Et aussi, on a un risque, c'est pas sur un bâtiment qui coûte 5 millions d'euros, mais sur cette zone-là. Le deuxième est l'export. C'est-à-dire qu'on démarre la ligne de production en 2-3 semaines à l'export. Aujourd'hui, l'export pour nous, c'est l'Italie. On a commencé à vendre là-bas, on va aller à Turin. Mais évidemment, rien ne nous empêche de le faire ailleurs. Et je prends l'exemple d'Iveco, qui vient de vendre, je crois, 1200 autocars au Sénégal. Nous, c'est un très beau marché, on est prêt à y aller. On a le temps pour une dernière question, si on a une dans la salle. Allez, la dernière, madame, au fond. Bonjour, Valentina Zajakowski, je travaille chez AXA Climate. Lors du 3e rapport qui a été rendu par le Conseil d'orientation des infrastructures, il disait que les investissements devaient être massifs dans les transports collectifs et que c'était aujourd'hui un réel déficit et que l'argent n'était pas fléché vers ce secteur-là. Vous représentez plutôt des opérateurs privés de transports collectifs. Donc là, je parle de janvier 2023. On est comment en novembre 2023? Ça bouge, ça change? Vous sentez des fléchages plus vers vous? Vous qui regardez ces chiffres-là avec, on va dire, sans apport financier public direct. Ça bouge beaucoup. Là, il y avait la grand-messe du transport public il y a 3 semaines, 1 mois, là, qui était à Clermont-Ferrand, où le ministre des Transports a quand même fait des annonces. Mais effectivement, il faut de l'argent public pour financer ces nouveaux déploiements. Voilà, les gouvernements en sont pleinement confiance. L'Europe en est pleinement conscience. Ça avance. Bon, l'argent public reste rare quand même. Si je prends ma casquette d'administrateur de l'Union des transports publics, qui représente les opérateurs publics ou privés qui travaillent là-dessus, on dit demi-teinte moins en ce moment. Donc on a beaucoup de discours, mais on n'a pas complètement les financements en face pour cela. Dans les quelques bonnes nouvelles, voilà, on a investi en Île-de-France sur le Grand Paris Express, mandat non financé au sens de l'exploitation du service. Donc oui, l'investissement, pas le futur. Et donc là, possibilité d'augmenter le versement mobilité en région Île-de-France sur Paris et les premiers départements de la petite couronne. Donc oui, du financement supplémentaire. Donc très bien, bienvenue. En même temps obligatoire, puisqu'il va déjà être fléché sur des infrastructures qu'on n'aurait pas pu opérer collectivement, et Keolis va gérer la ligne 16 et la ligne 17 du métro parisien, du Grand Paris Express. Donc très très important pour l'écosystème. On n'entend pas encore ça. Le ministre des Transports actuel, Clément Beaune, dit qu'on espère travailler sur le versement mobilité l'année prochaine, qui pour nous est quelque chose de très important puisque c'est un financement fléché vis-à-vis de la mobilité.
Et ensuite, on voit du financement supplémentaire sur le réseau, de SNCF Réseau, bravo. Et on entend parler de début de financement sur les services express régionaux métropolitains. Ça aussi, c'est une bonne chose, du moment que ce n'est pas tout fléché sur le ferroviaire. Parce que ferroviaire, c'est le temps long. Ferroviaire, c'est des gros projets d'infrastructure. C'est très important. Je ne renie pas mes racines, mais voilà, le car express, ça a vraiment un vrai impact sur la mobilité d'une agglomération, et était une des solutions qui est finalement un des rares sujets où les États-Unis sont plus en avance que la France sur des sujets de mobilité. Merci à vous trois encore pour cette intervention.